François Rive est cardiologue au CHUM et professeur agrégé de médecine avec affiliation à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il s'intéresse aux déterminants environnementaux de la santé cardiovasculaire. Il a publié entre autres Planète Cœur et Arbre en lumière qui décrivent les influences de l'environnement sur notre santé cardiovasculaire. Ses travaux ont reçu plusieurs reconnaissances, dont celle de finaliste au Lane Anderson Award, remis à la meilleure publication scientifique au Canada, et le prix d'excellence en développement durable du ministère de la Santé du Québec. Merci François Rive de nous parler de la cité cardioprotectrice. Eh bien, merci beaucoup de cette invitation. Puis effectivement, dans la poursuite de ce que Mme Jobin et ce que M. Gachon ont proposé, c'est un peu une rencontre de différentes spécialités vers un enjeu qui devient tout à fait commun. Donc, je commence en partageant mon écran. Nous le voyons bien. Est-ce que le mode présentateur est correct pour tout le monde ici? Là, on voit les diapositives suivantes. Ah, donc il faut que je bascule entre mes affichages. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est parfait. Bon, ben, excellent. Donc, un grand merci. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment ce que le cardiologue d'intervention, qui normalement est dédié aux infarctus aigus, aux stents, la coronaropathie, on est venu à joindre sa parole dans cette question de changement climatique. Donc, depuis 88, c'est presque un copier-coller de l'excellente présentation de M. Gachon. Mais depuis 88, ce que je lis assidûment comme citoyen d'abord, puis finalement comme cardiologue environnemental ensuite, c'est le rapport du GIEC qui nous apprennent qu'on a 40% plus de CO2 dans notre atmosphère, qu'effectivement le taux de PCO2, de CO2 dans l'atmosphère est rendu à plus de 420 parties par million, que la température globale a déjà gagné 1,2 degré, que le niveau des océans s'est déjà élevé de façon significative, menaçant déjà aujourd'hui à risque des populations côtières. Puis moi, comme physiologiste, comme biologiste, en fait comme médecin, ce qui m'inquiète encore plus que la hausse des océans, c'est l'acidification des océans qui a augmenté de 30% avec une baisse du pH puis qui compromet la vie marine de base. Et pour moi, ça, c'est un élément absolument majeur parce qu'on sait que la vie est née dans les océans et si on compromet les chaînes alimentaires dès le début, c'est-à-dire au niveau des coraux, au niveau des mollusques, ça risque d'avoir des catastrophes absolument incommensurables. Et évidemment, ben, la série d'événements climatiques majeurs, ouragans, inondations, on se rappelle, on parlait de cette marche sur le lac, ma propre famille l'a vécu dans la région d'Oka, les sécheresses, les feux de forêt qui atteignent des niveaux absolument ahurissants, on se rappelle de Fort McMurray et puis plus récemment de Lytton, qui était naguère le paradis du rafting, qui s'y trouvait écrasé avec une température de 50 degrés. Et cette tendance, malheureusement, on se rend compte que c'est de plus en plus élevé. Ici, on a l'évolution des algues brûlées annuellement tous les ans dans les forêts californiennes. On sait que les feux de forêt sont un phénomène régénérateur naturel, c'est bien compris de tout le monde, mais de voir cette augmentation à un rythme pareil, on craint même de voir éventuellement une désertification de cette région-là. Mais bien avant 88, bien avant que le GIEC se préoccupe et pour arriver avec ce sixième avertissement en 2021, depuis 1952, le corps scientifique se rend compte que la pollution atmosphérique, l'usage massif des combustibles fossiles avait un impact direct sur notre santé, en plus de l'impact indirect par les changements climatiques qui vont entraîner. Le Great Lawton Smog, ça a été comme un éveil dans le monde scientifique, dans le monde épidémiologique, a entraîné en un seul épisode de smog plus de 12 000 décès excédentaires. Et depuis ce temps, il y a eu vraiment ce que les Sud-Coréens appellent le growing body of evidence, que plus de 1000 publications scientifiques nous apprennent que plus monte le taux de polluants, plus monte le taux de calcification artérielle, de thrombophlébite, d'arythmie maligne, de mort subite, d'infarctus aigu, d'AVC et de hausse de complications des maladies chroniques, particulièrement chez les diabétiques. Ça a été abondamment expliqué, puis moi je vous dirais que tout ce qu'on a appris au point de vue physiologique des effets néfastes du tabac, ben, ce sont exactement par ces mêmes mécanismes-là qu'on a compris comment est-ce que la pollution atmosphérique pouvait induire des infarctus, des AVC, des morts subites. Je vous passe les détails de la physiologie, mais retenez essentiellement que lorsqu'on respire des vapeurs de combustible fossile, que ce soit le charbon, le gaz naturel, le mazout, l'essence, le diesel, ça induit dans notre système un stress oxydatif
et une inflammation systémique. C'est des phénomènes qui ont été extrêmement bien détaillés. Depuis longtemps même, il y a eu ce qu'on appelle en guillemets un statement de l'American Heart Association publié dans Circulation en 2010 qui détaille comment est-ce que respirer des polluants de façon chronique à des doses immodérées peut entraîner plusieurs maladies et ce de tous les organes du corps et dans toutes les phases de notre vie. Pour arriver au total qu'en 2014, il y a eu un important congrès à l'Organisation mondiale de la santé, congrès auquel j'ai eu le privilège d'être invité avec 350 délégués de 75 pays, pour finalement faire une collecte globale de métadonnées pour finalement conclure qu'il y avait 7 millions de décès prématurés chaque année dû à la pollution atmosphérique dans le monde. Ça, c'était les chiffres publiés en 2014. Plus récemment, ben, on arrive même au constat que la pollution de l'air tue plus que le tabac, c'est-à-dire de causer plus de 800 000 morts par an en Europe et plus de 8,8 millions dans le monde. Et ce qu'on voit, et ça a été corroboré dans toutes ces études-là, c'est entre 40 et 80 de ces décès prématurés sont dus à des maladies cardiovasculaires, ce qui explique l'intérêt du cardiologue pour ce nouvel important facteur de risque. Et en fait, l'Organisation mondiale de la santé l'a décrété comme ci, à savoir que la pollution atmosphérique est aujourd'hui le premier tueur de la planète, plus que toutes les épidémies, incluant celle de notre triste COVID-19. D'ailleurs, c'est un cardiologue qui parle, donc je me suis intéressé surtout parce que je suis comme un poisson dans l'eau aux impacts cardiovasculaires, mais le cardiologue que je suis va quand même que c'est peut-être pas son organe qui est le plus important dans la condition humaine, mais c'est peut-être le cerveau. Et il y a eu beaucoup de publications dans les revues spécialisées de neurologie au point d'avoir des éditoriaux dans Science et dans Nature sous l'égide de Polluted Brain, où on se rend compte qu'il est exposé toute sa vie à des hauts taux de pollution atmosphérique. Ça entraîne des problèmes développementaux chez les bébés, chez les enfants, dans l'apprentissage, dans le comportement, dans le risque de faire des crises psychotiques et chez la personne du troisième âge d'avoir plus de Parkinson, d'avoir plus de démence, plus d'Alzheimer et plus donc de conditions qui dégénèrent, qui accélèrent la dégénérescence de nos aînés. Plus près de nous, parce que lorsqu'on balance des chiffres au point de vue mondial, ça fait un peu dilué parce qu'on dit, ben oui, on n'est pas dans la même situation quand même que New Delhi et Pékin. Et pour avoir présenté justement ce type de travaux à Pékin et New Delhi, je vous confirme que ces deux villes-là, c'est littéralement aujourd'hui des chambres à gaz et que même si la situation n'est pas idéale à Montréal, je suis vraiment beaucoup plus heureux de vivre à Montréal qu'à Pékin ou New Delhi. Mais néanmoins, pour revenir un peu, faire un peu d'autocritique de comment ça se passe chez nous, ben, c'est pas si parfait que ça. Et une des plus belles études qui fait les corrélations entre la pollution atmosphérique, l'usage des combustibles fossiles et la santé, c'est l'étude CanCheck. Quand on parle de métadonnées, quand on parle de collaboration entre l'Agence spatiale canadienne, entre Santé Canada, Environnement Canada et les principales universités du Canada d'un océan à l'autre, c'est une étude magnifique qui a couplé des analyses satellitaires des taux de pollution avec les données démographiques de plus de 2000 Canadiens. Et puis là, ce qu'on voit, pour vous donner un peu comment est faite l'étude, c'est les relevés par satellite des taux de pollution, spécifiquement ici le dioxyde d'azote, le NO2. Et donc, plus c'est rouge, plus c'est élevé, plus c'est bleu, plus c'est bas. Et ce qu'on voit dans les grandes villes canadiennes, à savoir Vancouver, Toronto, Montréal, c'est l'empreinte massive du dioxyde d'azote dans nos milieux urbains. Et si on se concentre plus particulièrement sur la région de Montréal, ben, on peut littéralement suivre à la trace avec cette colorimétrie qui est due à la spectrophotométrie pour faire la lecture des différents types de gaz qui sont dans notre atmosphère. Mais on peut littéralement repérer le tracé de l'autoroute métropolitaine de Décarie et de l'autoroute Ville-Marie. Et en quoi est-ce que ça a une importance? C'est lorsqu'on fait des corollaires avec les données démographiques de ces taux de pollution-là, ben, on se rend compte que la mortalité augmente invariablement avec le taux de particules fines, d'ozone et de dioxyde d'azote, et que si on est à moins de 50 mètres d'une voie routière polluée, on retrouve 15 à 25 plus de mortalité dans ces eaux-là. Autre facteur confondant par ailleurs, que ce soit au niveau du tabagisme, des données démographiques, du niveau socio-économique, ont été confondus. Tous ces variables-là ont été évidemment prises en compte. Et ce qui a amené la Californie depuis déjà 2003 de faire ce projet de loi, à savoir que c'est le Senate Bill numéro 352 qui interdit de construire une école ou institution équivalente à moins de 500 pieds d'une voie routière polluée.
Maintenant, encore une fois, pour se concentrer sur la question du Canada, ben, le rapport le plus magistral à savoir en termes d'impact des combustibles fossiles de la pollution atmosphérique sur la santé, c'est le dernier rapport de Santé Canada qui a été publié au printemps 2021. Et ce monumental rapport qui a fait une synthèse impressionnante de centaines d'études faites par des milliers de spécialistes conclut que la pollution atmosphérique, au-delà des concentrations naturelles comme on le vit dans les zones plus polluées, contribue annuellement à plus de 15 000 décès prématurés au Canada et c'est donc plus de 4 000 décès prématurés au Québec. Mais comme médecin, le chiffre qui m'a le plus estomaqué, c'est le coût économique total, à savoir coût de santé et coût d'invalidité et de productivité inhérente aux impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. C'est 120 milliards de dollars et ça, c'était les valeurs de l'année 2016, ce qui équivaut à environ 6 du produit intérieur brut réel du Canada. Donc, il faut comprendre que quand quelqu'un fait un infarctus, que ce soit dû au diabète ou à la pollution atmosphérique, vous savez comme moi que la médecine clinique est de plus en plus performante et on est capable d'amener à peu près n'importe qui à l'âge de 80-90 ans. Mais à quel coût et à quelle souffrance, à savoir que cette pollution atmosphérique induit des maladies beaucoup plus jeunes chez des individus que l'on va traiter, mais c'est des coûts de santé qui sont complètement artificiels parce que ce sont des maladies induites artificiellement par notre type de mode d'énergie. Pour revenir finalement aux grandes recommandations des organismes, à chaque fois, tous les médecins le savent, nous avons des associations qui font le poids de toutes les études scientifiques pour finalement donner des consensus et donner des recommandations, ce qu'on appelle des guidelines dans le jargon nord-américain, ou des recommandations internationales des grandes sociétés scientifiques. Donc, on en a comme ça pour l'AVC, pour le traitement de l'hypertension, pour le dépistage du diabète, etc. Et qu'est-ce que c'est que le Lancet Commission sur le climat et les changements climatiques, sur la santé et les changements climatiques recommande? C'est que, premièrement, les changements climatiques sont la principale urgence médicale du 21e siècle, que les changements climatiques risquent de causer la perte des gains des 50 dernières années en santé publique, que ça peut perturber les infrastructures des ressources en eau et aliments jusqu'à des crises et pénuries d'eau, hausses et maladies, et que le Lancet interpelle spécifiquement les médecins et hôpitaux pour mener la riposte au changement climatique, et ce qui explique pourquoi je suis avec vous ce matin plutôt qu'être dans mon hôpital. Il y a plusieurs actions qu'un médecin peut entreprendre pour diminuer le taux de maladie. Et dans ces recommandations, c'est l'investissement en recherche environnementale et en santé. Les données que je vous ai présentées, je vous avoue que pendant tout mon cours de médecine, j'ai été complètement ignorant de ces données-là parce qu'il y a très peu, on vit beaucoup en silo, comme le soulignait malheureusement Mme Jabet au début de la présentation, puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut contrer. Puis moi, mon clic a été fait lorsque je me suis mis à lire des études de santé publique bien faites, bien validées dans les meilleures revues scientifiques pour réaliser que quelque chose m'avait complètement échappé. Et ça fait partie du manque dans le cursus des médecins cliniciens de réaliser ces grandes données de santé publique. Mais heureusement, c'est quelque chose qui change actuellement. La Lancet Commission recommande la construction de cités carboneutres et l'augmentation d'espaces verts, le délaissement des combustibles fossiles, à commencer par le charbon et l'investissement rapide dans les énergies renouvelables, et aussi de faire l'implication du ministère de la Santé et des autres administrations pour intégrer les considérations de santé aux stratégies gouvernementales et la protection des écosystèmes. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Ben, je pense que quand même, il faut toujours terminer sur des notes positives, à savoir que lorsque l'humain peut véritablement devenir éco-anxieux devant tout ce que M. Gachon et moi avons présenté. Mais l'anxiété, c'est peut-être quelque chose de bon parce que ça amène des réactions, ça amène des changements de comportement. Et s'il y a des changements de comportement, est-ce que ça vaut la peine? Des plus belles preuves à ce sujet-là, c'est que on dirait ce qu'on voudra, mais quand même, en Amérique du Nord, de façon globale, la pollution atmosphérique a diminué dans les 50 dernières années. Et lorsqu'on suit ici 2 millions de citoyens américains dans 50 villes, c'est une étude qui a été publiée déjà en 2009 dans le New England Journal of Medicine, lorsqu'on suit ces patients, ces sujets-là, c'est pas des patients, c'est des citoyens, donc plus de 2 millions dans 50 villes, on se rend compte que partout où il y a une baisse du taux de particules fines dans l'air, on a une élévation de l'espérance de vie. Et ce qui m'a le plus frappé dans cette statistique-là, dans cette étude-là, c'est qu'on voit ici, chacun des points, c'est une ville. On voit des villes entières qui ont gagné une espérance de vie de 4 à 5 ans simplement en diminuant le taux de polluants atmosphériques. Et je ne connais pas un médicament, une mesure de santé qui approche l'équivalent d'élever autant l'espérance de vie.
Donc, en conclusion, moi, les quatre pôles principaux de la cardiologie environnementale, c'est les nanoagresseurs alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle aliments hypertransformés. C'est deuxièmement les nanoagresseurs aériens, c'est-à-dire les polluants atmosphériques qui sont très majoritairement les combustibles fossiles, le niveau de verdure, de verdissement, le taux de canopée d'un milieu et enfin le niveau d'activité physique. Donc, si dans un milieu donné, une cité éradique les nanoagresseurs alimentaires, les nanoagresseurs aériens, ça c'est les polluants, et fait la promotion de milieux actifs et verts, cette cité peut observer une réduction de 25 à 75 de morbidité cardiovasculaire. Pourquoi est-ce que je fais une fourchette de 25 à 75 c'est simplement d'où vous partez. Pour moi, le prototype d'une ville cardioprotectrice, c'est les villes suisses comme Genève, par exemple, où là, on pourrait peut-être gagner 25 en appliquant toutes ces mesures. Mais si on parle de Pékin ou si on parle de New Delhi, ben là, on peut certainement avoir un gain de 75 de baisse de morbidité cardiovasculaire. Et ceci conclut ma présentation et je vous remercie beaucoup du temps accordé à cette journée qui me semble extrêmement importante.